Donc, moi, je ne me présente pas comme un chaman en réalité. Je me présente plutôt comme un éclaireur. Un éclaireur, théoriquement, c'est celui qui va devant les autres et qui va vers l'inconnu pour repérer, pour mettre des repères dans l'inconnu, et de façon à ce que le reste de la troupe, de la bande, de la tribu s'avance avec des repères déjà faits et puisse assimiler l'inconnu. L'inconnu, pour moi, c'est l'avenir de l'humanité. C'est l'avenir des êtres humains, s'ils veulent avoir un avenir. Alors, le chamanisme toltèque a quelque chose de particulier parce que c'est la première fois, je crois, dans l'histoire de l'humanité que la métaphysique du chamanisme a fait l'objet d'une écriture, d'un rapport écrit sous la forme de 9 livres que Carlos Castaneda a écrit tout au long de son initiation avec Don Juan, ce chaman yaqui qui l'avait trouvé dans une gare à la frontière américano-mexicaine. Et ça donne quelque chose de particulier parce que les chamans en général sont connus comme des guérisseurs, mais ils n'expliquent pas leur façon de guérir, ni la métaphysique qui sous-tend leur vision du monde. Toute discipline, toute philosophie, toute religion, toute forme de proposition de vie comporte une métaphysique. Et cette métaphysique, il y a même des chamans qui ne la connaissent pas, parce que les chamans de Sibérie, de Mongolie ou d'Amazonie sont des gens qui sont formés tout petits par un chaman qui les a perçus comme élèves potentiels, comme disciples potentiels, pour ses dispositions. Mais il n'y a pas de transmission orale très importante. C'est surtout des expériences, c'est surtout des mises à l'épreuve, c'est surtout des dépassements de soi, des périodes, des séquences de dépassement de soi qui font que le jeune chaman progresse dans son pouvoir pour dépasser les limites de la conscience ordinaire et pouvoir amener des guérisons ou des connaissances pour que sa tribu se porte bien et puisse survivre dans la nature. Le chamanisme toltèque est donc une construction métaphysique avant d'être un art de vivre. Et c'est parce qu'il est une construction métaphysique solide et innovatrice pour l'humanité actuelle, parce qu'on avait oublié tout ça complètement, qu'il représente un espoir spirituel, une alternative de spiritualité pour l'humanité. Parce que pour apporter, c'est qu'on se trouve, moi je pense que l'humanité actuelle se trouve dans une impasse culturelle, toute l'humanité terrible. On a eu des milliers d'années de religiosité. La religion a, grosso modo, déçu les êtres humains, surtout dans le monde dit civilisé. Ensuite, on a eu le matérialisme. Et le matérialisme, on commence à se rendre compte de ses graves inconvénients et que ce n'est pas non plus quelque chose de très épanouissant pour l'être humain, pas seulement sur un plan spirituel, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de spiritualité dans le matérialisme, c'est anti-spirituel, mais aussi sur le plan quotidien du bien-être, du bonheur, de l'aspiration à l'épanouissement de chacun. Donc on est à cheval, on a rejeté grosso modo les religions et on est en train de tout doucement de rejeter le matérialisme. Qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qu'on peut faire? À mon avis, c'est prendre ce qu'il y a de bon dans les religions, car il y a quelque chose de bon dans les religions, c'est l'élan spirituel naturel de l'homme, et ce qu'il y a de bon dans le matérialisme, c'est-à-dire la curiosité scientifique et la découverte des lois de la matière, mais non pas pour en rendre prisonnier l'être humain par le consumérisme, une technologie effrénée introduite dans sa vie au détriment de sa santé, mais dans ce qu'elle a, dans ce que la science a de créatif, d'intéressant, et pour pouvoir conjuguer une spiritualité libre et qui permette à l'être humain d'évoluer en conscience librement et les découvertes désintéressées d'une nouvelle science qui serait respectueuse de la vie. Et ça, je pense que tout en étant une vision du monde qui a plusieurs dizaines de milliers d'années, le chamanisme toltèque serait capable de fournir les outils d'un tel projet planétaire. Ça va être l'objet de mon 7e livre, qui s'appelle « L'art sans limite de renaître à soi-même ».
et qui va sortir dans quelques mois. C'est la moitié du sujet de ce livre. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au chamanisme il y a 30 ans. En fait, je sortais d'une crise existentielle de couple, familiale, très grave. J'avais 45 ans déjà. Et j'étais un peu écœuré de la vie que j'avais menée jusque-là, tout en ayant une vie en même temps assez créative, mais assez égoïste en même temps. Et donc j'ai vécu une crise, je vivais en Espagne à l'époque, une crise terrible, avec une déprime profonde, une envie de mourir, plus de désir momentanément, moi qui suis toujours plein de désir. Et j'ai trouvé de l'aide d'une façon providentielle en rencontrant un Chinois dans un parc à Barcelone, qui fut le premier à me faire prendre conscience de la respiration. Le lendemain, j'étais avec lui, on s'est rencontrés dans un parc, j'avais la tête en bas et les jambes en l'air en train de faire des acrobaties sur une barre fixe pour soigner mes vertèbres. Et il m'a emmené faire c'était mon premier initiateur à la conscience du corps par le biais de la respiration abdominale, puis du Qigong et du Tai Chi Chuan. Et au bout d'un an de travail avec lui, j'étais tellement dévoré de curiosité qu'il m'a dit « Écoute, tu devrais plutôt aller voir mon maître qui est en Chine, à Taïwan, parce que lui, il t'en donnera plus que moi. » Alors comme j'étais libre, j'étais célibataire à l'époque, enfin je m'étais séparé, j'ai pris un billet, je suis parti à Taïwan, j'ai vécu 1 an à Taïwan avec un chaman chinois qui maintenant n'existe plus, qui a quitté la terre. Et là, il m'a initié en même temps à un mélange d'énergétique chinoise et de chamanisme. Il faut savoir que l'énergétique chinoise, la médecine chinoise, c'est du chamanisme. C'est pas du tout appelé comme ça par les Occidentaux, mais les Chinois eux-mêmes, quand ils sont cultivés, qui connaissent le mot chamanisme et qu'ils en ont une certaine connaissance pratique, ils disent mais c'est l'énergétique chinoise, notre médecine chinoise, c'est du chamanisme. Le taoïsme en tant que partie philosophique aussi. Et donc je suis revenu en France déboussolé par cette année de travail intensif sur moi-même. C'était un renouveau total, c'était une renaissance, une véritable renaissance totale. J'ai découvert l'œuvre de Castaneda, je me suis plongé dedans, j'ai commencé à la lire, puis je suis tombé dans le pot de miel et j'en suis jamais ressorti. Et ensuite, il y avait 9 livres, je les ai lus les uns après les autres, je les ai relus et relus et relus au long des années. Et au bout de 15 ans de lecture et d'études personnelles, de travail sur moi-même, j'ai décidé d'enseigner il y a donc 15 ans, 15 et 15, 30. Ça fait donc 30 ans que je pratique et ça fait 15 ans que j'enseigne un chamanisme qui n'est pas folklorique, qui n'est pas indianiste. Il n'y a pas cette connotation de nostalgie de la vie sauvage avec des plumes, des tambours, des danses indiennes et des mélopées tambourinés. Il n'y a pas ce côté-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'adapter ce chamanisme toltèque dans ce qu'il a d'universel à mes semblables, à nous tous ici sur la Terre, qui avons besoin de nous renouveler, de connaître, de vivre une nouvelle aventure culturelle et civilisatrice. Donc c'est un chamanisme, en fait, qui est dépouillé mais pas excessivement non plus, qui est suffisamment dépouillé de sa connotation folklorique et nostalgique des Indiens des plaines et suffisamment imprégné de quelques éléments scientifiques désintéressés, de recherche scientifique sur l'homme, sur la psychologie, sur le fonctionnement de la conscience, pour permettre à tout homme moderne de pratiquer ce chamanisme pour son plus grand bienfait. Alors, depuis 15 ans, j'anime plusieurs sortes de stages. J'anime des stages d'initiation qui durent presque une semaine, 6 jours, au cours desquels les apprentis, enfin, les stagiaires et les apprentis, quand ils sont confirmés, quand ils n'en sont pas à leur premier stage, apprennent d'abord la métaphysique du chamanisme, les axes métaphysiques du chamanisme, qui sont 3, c'est la dualité dynamique, l'anneau de pouvoir et l'intention. Et beaucoup de pratiques. Alors beaucoup de pratiques, nous travaillons beaucoup à restabiliser l'équilibre, à remettre en équilibre la puissance immense de la mémoire qui est en nous comme dans tout l'univers, et
la créativité existentielle, c'est-à-dire la force de changement, la force d'évolution, qui chez l'homme disons, pèse moins lourd dans la balance. Ces deux forces, en fait, c'est le premier couple de dualité dynamique qui gouverne l'univers. Tout dans l'univers est gouverné par ce couple de dualité dynamique, et j'enseigne aux apprentis au départ, je leur explique comment ça fonctionne partout dans l'univers, y compris dans eux-mêmes, et comment ça inhibe leur liberté intérieure, leur existence. Comment ça perturbe leur recherche du bonheur, comment ça les empêche d'être eux-mêmes, et comment ça perturbe profondément le désir de confiance en soi, l'épanouissement de la confiance en soi qui est la base du bien-être humain. À côté de cela, à côté de cette théorie, cette partie théorique, il y a évidemment beaucoup de pratiques pour illustrer cette théorie. Beaucoup d'exercices, disons, la plupart justement pour remettre en équilibre la mémoire et la créativité existentielle, c'est-à-dire le pouvoir d'évoluer, d'aller vers l'inconnu, de découvrir ce qu'on n'a pas découvert sur soi-même avant, et de pouvoir utiliser ce champ de conscience qui est en nous, qui est en chacun de nous, et que l'être humain ordinaire n'utilise jamais, et ce qui explique le terme de conscience élargie. Conscience élargie, en fait, c'est pas tout à fait de la conscience élargie, c'est d'ouvrir le champ de la connaissance humaine à ces trois champs de conscience. Nous avons trois champs de conscience. La conscience ordinaire, qu'on est en train d'utiliser maintenant, le corps lumineux, qui est une conscience élargie, déjà élargie, qui est l'intermédiaire entre la conscience ordinaire et l'immensité du Nagual, ce que les chamans toltèques appellent le Nagual, c'est-à-dire l'immensité de tous les possibles. Où l'homme, par un travail sur lui-même, peut aller chercher des alternatives de scénarios de vie pour les mettre à la place des scénarios de vie qui, dans son existence quotidienne, ne lui plaisent pas. Ça peut être l'histoire d'une maladie, ça peut concerner la maladie, ça peut concerner le mal-être, ça peut concerner des mémoires à effacer, bien entendu, toujours. Ça peut concerner une insatisfaction profonde, un stress existentiel tenace. Tout ce que l'homme peut désirer pour se sentir bien, être lui-même et accomplir une belle mission sur la Terre, peut être découvert dans ce troisième champ de conscience. Mais pour y aller, il faut lâcher des choses qui nous bloquent dans le premier champ de conscience, la conscience ordinaire, qu'on appelle le tonal, en langage nahuatl du Mexique. Donc il y a le tonal, le corps lumineux et le nagual. Donc on travaille beaucoup à diminuer le pouvoir de la mémoire pour libérer la conscience qui est excessivement prisonnière du premier champ de conscience et lui permettre, par l'intermédiaire de son corps lumineux, d'aller dans le nagual et d'aller chercher, avec le pouvoir qu'il aura mis en place peu à peu pendant son apprentissage, des solutions et des alternatives de scénarios de vie. Alors concrètement, il y a de la théorie un petit peu, il faut comprendre la métaphysique du chamanisme. Je pars de l'idée que on va plus vite dans la pratique quand on comprend pourquoi on fait cette pratique, pourquoi on l'exécute. Je ne suis pas partisan de jeter l'apprenti dans une pratique sans théorie, mais je ne m'attarde pas non plus dans la théorie outre mesure. C'est-à-dire il y a environ, on passe 15% du temps à des petits morceaux de théorie, un gros morceau le premier jour, et puis des petits morceaux chaque jour, avec des supports. Et puis on passe à la pratique. Alors la pratique, c'est d'abord retrouver les deux axes opérationnels du chamanisme toltèque, c'est l'attention et l'intention. L'attention, c'est refaire à zéro, reprendre à zéro, la façon dont nous utilisons notre attention. Et pour cela, on revient au mode sensoriel. Nous revenons à un rapport avec le monde qui nous environne le plus strictement sensoriel possible. C'est-à-dire il faut renaître comme un enfant qui au début ne sait pas parler, ne pense pas, il est les yeux tout grands ouverts sur le monde, les oreilles, il utilise sa bouche, ses mains, son odorat, ses pieds et il va découvrir le monde. Eh bien, je propose à mes stagiaires d'essayer de faire comme si ils ne savaient pas penser ni parler. Donc on travaille beaucoup sur la conscience du corps, sur l'attention sensorielle. Il y a beaucoup de jeux, c'est assez ludique. C'est un apprentissage assez ludique.
et des non-faire. Non-faire, c'est faire les choses d'une manière totalement opposée à la façon dont on les fait d'habitude. Ça, c'est pour perturber la mémoire. On est prisonnier de la mémoire. Donc il faut perturber cette puissance inouïe qui nous empêche de nous épanouir dans notre créativité naturelle et de nous créer, de nous recréer nous-mêmes. Elle nous empêche de nous recréer nous-mêmes et d'avancer dans notre vie, dans notre maturité. Ensuite, on apprend aussi, on va faire un voyage chamanique au pays d'en bas pour aller à la recherche de notre animal de pouvoir. Alors c'est quoi l'animal de pouvoir en quelques mots? Dans le monde animal, d'ailleurs comme dans le monde végétal et minéral, il y a des êtres particuliers avec lesquels chaque individu peut avoir un rapport privilégié qui lui apportera, en termes d'échange, des connaissances qu'il ne pourrait pas avoir autrement. Donc dans le monde animal, chacun a un animal totem ou un animal de pouvoir qu'un état de conscience élargi qu'il acceptera de prendre pendant cet exercice, auquel il acceptera de s'ouvrir pendant l'exercice, lui permettra de rencontrer, et par la suite il faudra s'entraîner à le rencontrer à nouveau et écouter ses messages. Les animaux, dans le langage des animaux, qui n'est pas verbal, si nous savions écouter vraiment les animaux comme on le fait dans le voyage chamanique au pays d'en bas, nous pouvons apprendre plein de choses pareilles, de la même manière avec les végétaux et avec les minéraux. Tout le monde sait, maintenant c'est la mode des pierres, que chacun a une pierre avec laquelle il va peut-être avoir des atomes crochus, peut-être recevoir des fréquences, des vibrations, une certaine énergie qui va compléter la sienne, qui va venir renforcer la sienne. C'est la même chose avec les végétaux. On a un arbre de pouvoir, voire 2, voire 3. Et on a un animal de pouvoir, voire 2 ou 3. On n'en a pas une quinzaine, parce que là, ça serait un peu du folklore, mais on en a bien facilement 1 ou 2. On ne le rencontre pas toujours d'ailleurs tout de suite, parce qu'il faut mettre de côté certains blocages de la conscience qui font que ça nous empêche d'aller loin dans le Nagual. Mais bon, les apprentis sont prévenus, et je pense que s'ils font 5, 6, une dizaine de voyages chamaniques au pays d'en bas, je sais qu'un jour ou l'autre, ils vont rencontrer leur animal de pouvoir. Et c'est un grand passage, c'est une grande initiation, c'est un grand moment. Mais ce n'est pas non plus la quadrature du cercle, ça ne suffit pas pour être chaman. C'est un exercice parmi d'autres. Alors le terme et le rôle sont très rapprochés, très proches. Ils ont une relation très étroite. Le mot chaman vient de Sibérie. C'est un mot qu'on a emprunté aux Russes sibériens qui veut dire celui qui saute partout. En fait, au Mexique, on ne dit pas chaman, on dit sorcier, brujo. On dit yerbero pour cacher le fait qu'il est chaman, parce qu'il n'est pas bon d'être chaman dans un pays très chrétien. Comme il n'était pas bon d'être un chaman chez les Aztèques. Il ne faut pas croire que tous les Aztèques étaient chamans ou que tous les Toltèques étaient chamans. Les pouvoirs politiques n'ont jamais aimé les gens libres. Donc les chamans étaient déjà clandestins sous les Toltèques. Ça, très peu de gens le savent. Ils étaient encore plus clandestins chez les Aztèques, la civilisation d'après, et ils étaient encore tout autant clandestins après la conquête du Mexique par les Espagnols. Donc en fait, ils ont toujours été clandestins et alternatifs, et marginaux. Ça, c'est fini parce que l'humanité a besoin d'urgence d'un grand rebond spirituel. Donc maintenant, si Castaneda écrit 10 livres, 9 livres, traduits en 52 langues, c'est peut-être pas un hasard, c'est un signe à écouter, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans à retirer pour le bien de tout le monde. Alors le mot chaman, le chaman, traditionnellement est connu comme un guérisseur. Il guérit le corps en passant par l'âme, par le corps lumineux. Il emmène le corps lumineux de son patient dans le Nagual, il lui fait prendre une alternative de scénario de vie, par exemple un foie malade, il va lui faire transformer son foie malade en foie guéri, parce que dans le Nagual tout est possible, il va le ramener avec son corps lumineux dans son corps physique et son foie sera guéri. Parce que dans le Nagual est de la même nature, s'il fallait définir son essence, est de la même nature que l'âme humaine, c'est-à-dire le corps lumineux de l'être humain, c'est de la même nature. Le corps lumineux de l'humain, l'âme, est une parcelle individualisée et incarnée du grand pouvoir surnaturel du Nagual, qu'on pourrait appeler Dieu si on voulait, hein, mais nous on n'emploie pas ce mot-là, on emploie l'aigle, ce n'est qu'une métaphore.
Après, l'éclaireur, c'est plutôt un enseignant. Et comme moi, j'ai toujours trouvé que guérir les gens, c'était un peu les assister, parce que j'ai toujours été persuadé que chez l'être humain, il y a potentiellement la capacité de se guérir lui-même. Chose que personne n'a jamais encouragée depuis des milliers d'années, même du temps des Grecs. Parce que si les gens deviennent capables de se guérir, ils vont être capables de vivre sans pouvoir politique, sans sociologie, sans socialité, sans religion. Simplement en étant des êtres naturellement spirituels. Donc ce pouvoir d'auto-guérison n'a jamais été développé d'une façon vraiment numériquement importante. Il n'y a que quelques êtres par-ci par-là sur la Terre qui depuis toujours ont été des chamans, donc, de s'auto-guérir, ont été capables de s'auto-guérir. Et moi ce qui m'intéresse c'est de populariser, d'étendre la capacité de s'auto-guérir. Donc je ne vais pas me faire guérisseur, même si j'en ai parfois quelques dispositions, je vais plutôt enseigner l'auto-guérison. Et l'éclaireur, c'est quelqu'un qui enseigne l'auto-guérison par l'ouverture à la conscience élargie de l'apprenti. J'ai écrit déjà 6 livres. Il y en a 2 qui sont un peu 2 tomes qui se suivent l'un l'autre. C'est Chaman, le chemin des immortels. On pourrait dire que le chamanisme toltèque et le pouvoir de l'âme, c'est la suite de Chaman, le chemin des immortels. Il va un peu plus loin. Il développe beaucoup plus la trinité de l'homme, c'est-à-dire les 3 champs de conscience, que Chaman, qui est plus une vision générale de la métaphysique chamanique, avec un peu de pratique quand même. Dans le pouvoir de l'âme, il y a aussi de la pratique, mais il y a aussi un bon chapitre important sur le nettoyage du tonal. C'est-à-dire qu'avant d'avoir l'envie, la prétention d'aller dans le Nagual, dans la conscience élargie, il faut déjà nettoyer son tonal, c'est-à-dire nettoyer un minimum sa conscience ordinaire et la façon dont tu l'utilises dans le quotidien. On fait plein de bêtises, on a beaucoup d'émotions négatives, on a un mental délirant, qui pense beaucoup trop, perte d'énergie, on ne sait pas manger, on ne sait pas respirer, on ne sait pas marcher, on ne sait pas se comporter avec les autres, on est bourré d'émotions négatives, on est plein de jugements inutiles. Donc tout ça, il faut un petit peu le nettoyer avant d'aller faire un tour dans la conscience élargie, parce que la conscience élargie, dans le Nagual, elle a la même dualité dynamique que la conscience ordinaire, c'est-à-dire il y a le bon et le mauvais, le bien et le mal, la dualité, la relativité du bien et du mal y est présente. Et il y a des entités, il y a des choses qui sont avides d'énergie. Donc si on ne se nettoie pas un minimum notre tonal, notre conscience ordinaire, c'est pas prudent d'aller dans le Nagual. Il faut avoir un petit peu de force pour aller de l'autre côté. Et donc c'est pour ça que le 2e livre donne des conseils très très précis dans ce 2e livre, Le pouvoir de l'âme, pour bien nettoyer son tonal avant de faire des expériences de conscience élargie sérieuses, qui ne soient pas des fantaisies. J'ai aussi un livre que j'ai consacré spécialement au travail sur la conscience du corps. Le corps est un des outils les plus intéressants pour aller dans la conscience élargie. Quand on se rapproche de son corps, par un travail corporel conscient, on favorise énormément, on se facilite les états de conscience élargie pour aller dans le Nagual. Et puis j'ai un petit livre aussi de métaphores et de paradoxes chez Acarias l'originel, qui s'appelle Le Dit des chamans, qui sont 200 ou 300 métaphores, paradoxes, proverbes, avec un peu d'humour chamanique dedans, de sagesse, bien sûr, pour comprendre des choses, un peu comme des koans, mais un petit peu plus facile à déchiffrer. Et là, je prépare donc mon 7e livre qui va sortir l'hiver 2015-2016, peut-être avec un petit peu de chance en octobre, mais c'est pas sûr, qui s'appelle donc L'art sans limite de renaître à soi-même. Alors l'art sans limite de renaître à soi-même, c'est vraiment la découverte des possibilités de la conscience humaine. C'est-à-dire que je décris le fait que dans la situation où l'humanité se trouve sur la Terre, coincée entre le rejet des religions et le rejet du matérialisme, il faut que nous nous trouvions une 3e voie
si nous voulons survivre sur la Terre. Il n'est pas certain que l'humanité va y survivre quand on voit tout ce qu'elle fait pour mourir. Moi, je suis toujours étonné quand je vois les paquets de cigarettes où il est inscrit fumer tue, et de voir le nombre de gens, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui fument. Pour moi, c'est révélateur. Ça veut dire que quelque part, les gens, ils ont envie de mourir. L'humanité, c'est vrai que l'humanité n'a plus d'idéal commun. Le matérialisme n'est pas un idéal. C'est profiter matériellement des biens de consommation, bouffer, s'acheter des vêtements, s'acheter des godasses, des voitures, s'acheter des maisons, dépenser son argent. Est-ce que c'est un idéal? Non, c'est un mode de vie, mais ce n'est pas un idéal. Un idéal, c'est quelque chose d'un petit peu plus élevé. Et les religions nous ont déçus parce qu'elles ont récupéré notre élan spirituel et ne nous ont pas apporté la libération. En tout cas, les monothéismes. Alors dans ce livre, je développe le fait qu'il existe une troisième voie qui serait donc ce que j'appelle le réalisme spirituel, qui consiste à prendre ce qu'il y a de meilleur dans le matérialisme, une science désintéressée, de recherche, mais enrichissante pour la conscience de l'être humain, et un élan spirituel libre de travail sur soi, ce que j'appelle la spiritualité active, en opposition à la spiritualité passive des religions, qui consiste à croire ce qu'on nous dit, et à faire des rituels, et à faire des signes de croix et des génuflexions et des prosternations, et à se contenter de ça, en disant « moi je suis croyant, je suis religieux ». Non, pour moi c'est pas de la spiritualité, ça, c'est une espèce de ritualisme pseudo-spirituel. La spiritualité, une vraie religion, j'emploie quand même le mot, devrait permettre à l'individu d'évoluer par lui-même, par un travail sur lui-même. Une religion qui ne comporte pas un travail sur soi, livré à l'individu et dont l'individu devient responsable, n'est pas une bonne religion. L'individu doit devenir responsable du travail sur lui-même, un travail sur le corps, un travail sur le mental et un travail sur le cœur. Un vrai travail sur soi qui devient un art de vivre. Donc c'est ça que je propose dans ce livre. C'est d'envisager ça tous ensemble et chacun individuellement. Alors les points importants du chamanisme, je dirais, les trois axes métaphysiques du chamanisme, c'est l'anneau de pouvoir, la dualité dynamique et les trois champs de conscience. Alors l'anneau de pouvoir, en fait, c'est le processus par lequel notre conscience crée sa réalité. Sans nous en rendre compte, à chaque instant de notre vie, nous sélectionnons dans l'univers qui nous entoure, dans le monde quotidien qui nous entoure, un certain nombre d'informations dont le rassemblement constitue notre réalité du moment. Mais cette sélection d'informations, en fait, est réalisée non pas par une attention très soutenue au moment qui est en train de passer, mais par la mémoire. Du coup, ce n'est pas la réalité du moment, c'est une réalité passée. Ce qui veut dire, d'une façon étonnante, que nous sommes tout le temps dans le passé de la situation que nous vivons. Nous ne sommes pas vraiment dans le présent. Et être dans le présent, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il faut cesser de sélectionner des informations à travers notre connu. C'est ce que nous connaissons qui est gravé dans la mémoire, qui sert de système de sélection de l'information qui nourrit notre conscience au fur et à mesure que le temps passe dans un moment donné de vie. Et se rendre compte de ça, c'est important en chamanisme, parce que tous ces filtres, en fait, contiennent aussi tout ce que nous voudrions éliminer de notre vie. Toutes les croyances, tous les processus émotionnels, sentimentaux, l'intellectualisme avec lequel nous sélectionnons le moment qui passe, l'information qui constitue le moment qui passe. Ce qui permet une véritable thérapie, un véritable renouvellement, s'en rendre compte, nous permet de changer nos filtres. En fait, nous fonctionnons avec des filtres. Et un filtre ne prend pas toute l'information, il en prend une partie. Le deuxième processus très important qui constitue le deuxième axe de la métaphysique du chamanisme, c'est la dualité dynamique. Nous en avons déjà parlé tout à l'heure.
La dualité dynamique, c'est le fait que l'univers tout entier est régi par des milliers, voire des millions de polarités, d'énergies opposées. C'est-à-dire, on appelle ça la dualité opposée complémentaire. Tout est fait de principes binaires. Binaires, donc bipolaires. Alors, par exemple, une bipolarité, c'est la matière et l'esprit. Nous sommes faits de matière et nous sommes faits d'esprit. Et les deux se rencontrent dans un être vivant. Une autre polarité, c'est la mémoire et la créativité. Alors quand je parlais tout à l'heure de l'anneau de pouvoir, il fonctionne, ce qui fait tourner l'anneau de pouvoir et ce qui nous enferme dans l'anneau de pouvoir circulaire, c'est précisément la mémoire. Or la mémoire est trop puissante chez l'être humain. L'être humain est enfermé dans la mémoire. Le chamanisme va consister à se libérer de cette prison en diminuant le pouvoir de la mémoire et en faisant remonter, du coup, automatiquement, le pouvoir du renouvellement, le pouvoir de l'évolution, le pouvoir de la transformation et du changement. Donc, équilibrer ces deux forces qui nous gouvernent inconsciemment nous permet d'être beaucoup plus libres et de faire ce que nous voulons et de nous réaliser beaucoup plus facilement. Et tout ça s'accompagne évidemment d'une capacité d'aller dans la conscience élargie. Et le troisième pôle, le troisième pilier de la métaphysique du chamanisme, c'est l'intention. L'intention, comme son nom ne l'indique pas, c'est une force gigantesque qui consiste à, je dirais, à aligner toutes les capacités qui constituent notre conscience. Par exemple, parfois nous désirerions faire quelque chose, mais nous n'arrivons pas à le faire. Pourtant nous le désirons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux forces en nous. Il y a une force qui veut faire la chose et il y a une force qui s'oppose à la réalisation de cette chose. C'est-à-dire nous sommes coupés en deux et nous n'avançons pas. Eh bien l'intention, intento en espagnol, puisque le chamanisme toltèque a été enseigné à Castaneda en espagnol, nous permet de regrouper le oui et le non dans une totalité, dans une force unique qui nous permet de réaliser ce que nous voulons sans qu'il n'y ait plus aucun opposant en nous. C'est quand même très très précieux. Tout être humain aurait envie de disposer de cette énergie. Et il y a aussi le corps qui a son mot à dire. Il y a le corps qui a son mot à dire. Il y a l'intellect qui parle. Il y a le cœur et les émotions qui parlent. Et souvent les gens sont coupés même en trois au lieu d'être en deux, ce qui est encore pire. Le corps veut quelque chose, mais le mental ne veut pas le faire. Ou le mental veut faire quelque chose, mais le corps ne le fait pas. Ou les sentiments, l'émotionnel désirent quelque chose et l'intellect s'y oppose. C'est-à-dire qu'on est coupé en deux et parfois même en trois. Le chamanisme toltèque permet de recouper tout cela dans une forme de volonté surnaturelle qui en fait est identifiée par les chamans comme l'énergie qui fait l'univers. L'énergie qui fait l'univers. C'est-à-dire que pour les chamans, l'univers est le fruit d'une volonté d'exister puissante que les religions appellent Dieu, mais ce n'est pas un Dieu pour nous, c'est une énergie. Et c'est une énergie qui existe dans l'être humain à l'état potentiel. Et par le travail chamanique, l'être humain peut aller retrouver, s'approprier, sentir renaître en lui cette volonté supérieure à la volonté normale qui n'a pas d'opposant à l'intérieur de nous. Ce qui est très enviable aussi. Voilà, ça ce sont les trois piliers. Après, on peut dire aussi qu'il y a un pilier, c'est la trinité. L'homme a trois champs de conscience. Le tonal, c'est-à-dire la conscience ordinaire que nous sommes en train d'utiliser maintenant, le corps lumineux et le nagual. Le corps lumineux, c'est un modèle réduit en fait de l'esprit de l'univers. L'univers, dans sa totalité, dans son immensité, a un esprit. Et notre corps lumineux, qui est aussi notre âme, c'est notre âme, eh bien c'est un modèle réduit, c'est un hologramme de cette énergie fabuleuse que les religions assimilent ou qu'elles personnalisent en l'appelant Dieu. En fait, les religions, c'est une personnalisation de l'esprit de l'univers. Les hommes ont besoin de personnaliser, ils ont besoin d'avoir une métaphore, de représenter ça, une représentation.
Les chamans arrivent à se passer de cette représentation, bien qu'ils emploient des métaphores aussi, comme l'aigle, par exemple. Pour eux, l'aigle, c'est l'esprit de l'univers. L'esprit de l'univers est une... On peut s'approcher de cet esprit par l'intention et capter l'intention et s'en servir. Voilà, c'est un peu résumé, c'est un peu condensé. Alors, comment, pratiquement, concrètement, allons-nous rétablir cet équilibre, ce fameux équilibre qui n'existe pratiquement chez personne, entre la mémoire qui veut conserver les choses telles qu'elles sont, qui est une puissance immense dans notre conscience, et son opposé complémentaire, qui est la force de changement. On l'appelle en chamanisme la force de changement ou la force de créativité existentielle. La force de créativité existentielle, c'est la capacité de disposer dans le Nagual, de pouvoir aller dans le Nagual, ce champ de conscience, ce troisième champ de conscience, pour y trouver des solutions à nos problèmes, pour y trouver des alternatives de scénarios de vie. Et pour rétablir cet équilibre, il faut remettre en question la puissance de la mémoire. La façon que les chamans ont trouvé de remettre en question la puissance de la mémoire, de fissurer cette puissance, en fait, ce sont ce qu'ils appellent des non-fers. Les non-fers, c'est une façon de faire totalement inhabituelle, totalement déstabilisante, à laquelle on s'exerce, de façon à envoyer un message fort à la mémoire qui est en nous, à la mémoire de notre corps, à la mémoire de notre mental, à la mémoire de notre affectivité, de notre émotivité, qu'elle n'a plus le pouvoir. On lui envoie un signal par un non-faire, c'est-à-dire on ne fait plus les choses comme avant et on les fait même complètement à l'opposé. Alors par exemple, la marche en arrière est un des non-fers les plus connus du chamanisme toltèque. Quand on fait la marche en arrière un bon moment, c'est-à-dire au moins 3/4 d'heure, 1 heure, eh bien la mémoire de notre corps est profondément déstabilisée et du coup elle devient plus timide, elle a moins de pouvoir. Et dès que la mémoire, le pouvoir de la mémoire descend, automatiquement, comme c'est un mouvement de bascule, la créativité existentielle, sans qu'on ait rien à faire, remonte. Car c'est soit l'une qui est en haut, soit l'autre qui est en haut. Donc c'est comme si on mettait un poids dans une balance et que forcément l'autre plateau de la balance remonte parce que le poids qu'on a mis dans le premier plateau de la balance appuie sur le plateau et fait remonter l'autre plateau. Alors les non-fers, il y en a 36 000. On peut faire des non-fers toute la journée, puisque nous faisons plein de choses toute la journée. Nous n'arrêtons pas d'agir. Il suffirait, avec un esprit ludique, de considérer tous les actes de notre journée et d'une façon ludique, par défi, en tant qu'exercice, quand c'est possible bien sûr, de les faire à l'envers, à l'opposé. C'est tout simple. C'est très puissant. Au lieu d'enfiler votre vêtement tous les jours avec la manche droite d'abord et la manche gauche ensuite, mais vous décidez d'enfiler votre manteau, votre veste, d'abord avec le bras gauche et ensuite avec le droit. Alors ça va être très déstabilisant au début. Puis quand le non-faire est devenu un faire, il faut laisser tomber. En même temps, on a acquis une compétence nouvelle, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de déstabiliser la mémoire. Et on peut le faire avec plein de choses. Pendant le repas, on peut changer sa façon de manger. On peut décider de déplacer l'heure des repas. On peut décider de mettre une chaussure d'une couleur et une chaussure d'une autre. Une chaussure d'un type et une chaussure d'un autre. On peut décider de changer la place de son lit dans la chambre. Un jour dirigé à l'ouest, l'autre jour à l'est. Déstabiliser toutes les routines, tous les automatismes, tous les programmes que nous avons et qui constituent l'immense majorité de notre vie quotidienne. Alors il y a une autre façon de se faciliter les états de conscience élargis, c'est de se rapprocher de son corps. Toutes les disciplines orientales ont un travail corporel qui consiste à rentrer profondément dans la conscience du corps.
j'ai reçu une discipline corporelle qui s'appelle les gestes conscients Toltec, d'un maître que j'ai connu au Mexique, qui me les a enseignés et qui consiste à travailler une pratique quotidienne d'assouplissement, de gestes codés, et que l'on fait en se basant sur 8 pièges. On va piéger notre attention dans le corps, parce que notre attention fait ce qu'elle veut. Elle est orientée par la mémoire, et généralement l'homme de la rue, l'homme ordinaire, il est tout le temps dans sa tête. Être dans sa tête, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour aller dans les états de conscience élargie, c'est même complètement l'opposé. Le fait de se rapprocher de son corps par une prise d'habitude consistant à avoir une activité physique régulière, très consciente du corps, d'elle-même, cette activité, cette nouvelle façon de vivre son corps, nous rapproche du corps lumineux. Car le corps lumineux, c'est lui qui a créé le corps physique. Ce n'est pas le corps physique qui émane de la lumière et de la conscience. C'est la conscience du corps lumineux, la conscience silencieuse, qui a créé le corps physique à l'origine de l'être humain. Donc en passant par son corps physique, en se rapprochant de lui par les gestes Toltec, on va faciliter le rapprochement avec l'âme. Et quand on est dans son âme, quand on est proche de son âme, on est très près de la conscience élargie. Il suffit de faire un petit bout de chemin encore, et l'âme va nous emmener, puisqu'elle a des affinités avec le Nagual. Le Nagual, c'est l'âne de l'univers. L'âme, le corps lumineux, c'est l'âme individuelle. Entre l'âme individuelle et l'âme de l'univers, il y a une grande intimité, encore faut-il la provoquer et la retrouver. Les gestes Toltec permettent de retrouver cette intimité entre le corps lumineux et l'esprit de l'univers, qui est le Nagual, pour vivre des états de conscience élargis et devenir un chaman. Alors la respiration est un élément de transformation personnelle essentiel. Il ne faut pas oublier que d'abord, par exemple, dans le Mahabharata, qui regroupe les textes sacrés de l'Inde, qui sont des textes qui ont des milliers et des milliers d'années avant Jésus-Christ, il y a un verset qui dit « L'homme qui change sa respiration pourra changer ses pensées et ses sentiments ». Ce qui met la respiration en amont de tout changement que tu désires faire dans ta vie. Les changements sont très difficiles. La mémoire est très puissante. Et si tu changes ta respiration, automatiquement, tu peux changer beaucoup plus facilement ta façon de penser, tes croyances et tes comportements émotionnels et affectifs. Il ne faut pas oublier que la respiration, c'est un acte inconscient, mais qui peut aussi être conscient. C'est la seule fonction automatique que nous pouvons aussi exercer consciemment. De plus, l'oxygène qui est véhiculé par le sang pour aller faire vivre et travailler chacune de nos cellules, le système circulatoire mesure 80 000 km. Nous avons 80 000 km de vaisseaux sanguins dans notre corps, c'est-à-dire notre corps est absolument, il n'y a pas un dixième, un centième de millimètre cube, voire un millième de millimètre cube de notre corps qui n'est pas traversé par un capillaire. Ce qui veut dire que quand on respire, on est connecté d'une façon très intime avec la totalité de notre corps. Et quand on respire différemment, tout change. La respiration abdominale consciente réveille le cerveau, réveille notre conscience lumineuse. Et c'est un outil très précieux pour nous approcher des états de conscience élargis et pour pouvoir y avoir accès. Finalement, quelques mots pour définir le chamanisme comme pratique d'épanouissement personnel. C'est évidemment ce que je pense du chamanisme, c'est qu'il n'y a pas une méthode plus idéale pour être soi-même. Parce que être soi-même, c'est pas facile. Il y a une énergie autour de la Terre qu'on appelle l'égrégore humain qui vampirise la conscience de tous les individus. La majeure partie des êtres humains se comportent un petit peu comme des moutons.
Et ça, c'est un peu dommage, c'est surtout grave dans une époque où il y a une menace d'uniformisation de la pensée unique. Mais là, c'est plus que la pensée unique. On va arriver, avec les techniques de communication moderne, Internet et toutes ces choses-là, à quasiment faire penser tout le monde en quelques minutes. La Terre entière peut partager la même pensée. Et on s'en prive déjà pas maintenant. Et le chamanisme, c'est le retour à la conscience individuelle. L'être humain a toujours rêvé d'être lui-même. Il a toujours ressenti intuitivement qu'en fait, il était prisonnier de quelque chose. Il est prisonnier de la mémoire, mais cette mémoire, elle est complice de l'égrégore humain. Elle est incluse dans l'égrégore humain. Elle fournit, elle nourrit l'égrégore humain. Et si on a envie d'être des individus à temps complet, parce que nous avons un potentiel pour penser par nous-mêmes, pour nous créer nous-mêmes, pour voler, pour être des chamans volants, eh bien, le chamanisme nous donne la possibilité d'être nous-mêmes tout en étant avec les autres. Ce n'est pas incompatible. Mais être avec les autres, ça ne veut pas dire suivre le troupeau. Ça veut dire que je peux communiquer avec une grande tolérance avec mes semblables, tout en étant ce que je suis moi-même, sans rentrer le moins du monde dans le moindre conflit, en tolérant toutes les différences qu'il y a autour de nous. Ce qui fait l'être humain, c'est justement sa capacité d'appartenir à un genre et en même temps d'être unique. Être unique et en même temps être humain. Je crois qu'avec le chamanisme, c'est l'outil idéal.